Hallo zusammen, hier ist Pascal von Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies, et aujourd'hui je m'entretiens avec le professeur Dr. Heinz Gärtner, politologue autrichien à l'Université de Vienne et un ami personnel. Heinz a récemment publié un nouveau recueil en allemand intitulé « Conception de la paix positive ». Sa vision de la paix en Europe est le sujet dont nous voulons parler aujourd'hui. Donc Heinz, bienvenue à nouveau. Merci Pascal, merci pour l'invitation. Je suis ravi que tu sois de retour et que nous puissions parler de quelque chose de positif, comme ta vision que tu présentes dans ce recueil sur l'Europe et sur la manière dont la paix pourrait être possible. Peux-tu nous dire quelque chose sur l'idée du livre et sur la thèse générale? Oui, merci Pascal. L'idée du livre vient du fait que la paix peut être interprétée différemment dans la recherche sur la paix. Dans ce domaine, il existe la notion de paix négative, c'est-à-dire simplement l'absence de guerre et l'absence de recours à la violence. Cela inclut bien sûr aussi une paix par la dissuasion, donc une paix obtenue par la menace. Et je me suis simplement dit qu'il faudrait développer et préparer des idées qui portent sur la paix positive. Donc, des idées qui ne sont pas militarisées, qui ne peuvent pas être mises en œuvre par l'usage de la force militaire. Car bien sûr, l'idée de la paix positive vient du fait qu'on dit que la sécurité peut être accrue de deux manières. Premièrement, en développant les capacités, surtout les capacités militaires. Mais cela signifie aussi augmenter l'insécurité des autres. Nous sommes là dans ce classique dilemme de sécurité. Cependant, il est possible de créer un environnement moins menaçant, c'est-à-dire de réduire la menace. Et c'est en fait le point de départ de ce livre. Bien sûr, nous vivons actuellement une situation où le discours se concentre principalement sur des solutions de conflits militaires. C'est pourquoi les idées développées dans ce livre sont souvent considérées par la politique comme irréalistes, voire inutilisables. C'est aussi pour cela que je précise dans le livre que ces idées ne s'adressent pas à la politique. La politique a ses propres conceptions, met en œuvre ses plans, mais le livre ne s'adresse qu'au discours, pas à la politique. Les idées sont simplement introduites dans le discours, et il se peut que la réalité se rapproche un jour de ces idées, ce qui serait bien sûr une bonne chose. Si cela n'arrive pas, les idées existent tout de même et restent présentes. Elles ne doivent pas non plus être perdues. Le livre est écrit de manière relativement lisible. Il s'appuie sur de nombreuses études académiques que j'ai menées ces dernières années. L'une d'elles, ou plutôt deux, ont été réalisées avec toi, Pascal. L'une porte sur la neutralité, l'autre sur la Corée, auquel je fais également référence dans le livre. Mais elles devaient être présentées sous une forme lisible et, si possible, accompagnées d'une idée positive. C'est pourquoi il s'agit aussi d'idées pour une paix positive, et pas seulement pour la paix. Et quelles sont donc les idées les plus importantes parmi celles-ci? Et j'aimerais aussi souligner que l'Europe a une longue histoire dans le développement d'idées. Si l'on avait jugé l'ouvrage d'Emmanuel Kant Vers la paix perpétuelle, selon son réalisme à l'époque où il l'a écrit, il n'aurait même pas eu besoin de l'écrire. Mais le fait que nous le possédions et que nous souhaitions développer des idées sur ce à quoi pourrait ressembler une paix bonne et positive, cela aussi a une longue tradition. Tout comme la propension à la guerre en Europe a malheureusement une longue tradition. Mais quelles seraient donc les idées les plus importantes pour parvenir à la paix, notamment en Europe? Oui, mais en fait, tu as bien sûr raison, Pascal. Beaucoup de ces idées de paix positive remontent à Immanuel Kant. La paix positive peut effectivement être instaurée. Kant prend ici ses articles définitifs comme base et affirme que le commerce, le droit d'hospitalité et les républiques
peuvent favoriser la paix, disons-le ainsi. Et dans le monde moderne, on peut simplement traduire cela par d'autres termes. Le commerce avec interdépendance, le droit d'hospitalité par la coopération dans des institutions internationales. Et alors, les républiques peuvent entretenir des relations plus pacifiques entre elles. C'est la base de la paix perpétuelle et je dirais de la paix positive. Et bien sûr, il est très difficile d'aller au-delà de Kant, mais on peut essayer de concrétiser un peu les idées de Kant. Et c'est aussi ce que fait le livre, avec quelques propositions. Oui, donc je vais reprendre l'un de nos thèmes communs. Il s'agit des évolutions géopolitiques auxquelles nous sommes confrontés et des conséquences qu'a eu ou qu'a le conflit en Ukraine. Je n'hésite pas à aborder des sujets concrets. Et nous avons constaté qu'après cette unipolarité, une rivalité entre grandes puissances s'est développée. Et il ne s'agit pas seulement d'une multipolarité pure. C'est un peu un euphémisme de croire que toutes les grandes puissances sont d'égale force. Les stratégies de sécurité américaines parlent plutôt de rivalité entre grandes puissances, ce qui est juste. Il s'est avéré que la Russie se percevait naturellement comme une puissance en déclin, car elle craignait que l'OTAN ne continue de s'étendre vers l'Est, notamment en incluant l'Ukraine. Mais ce dont on parle moins, c'est que la Chine a également gagné en influence en Asie centrale et en Europe du Sud-Est. Ainsi, entre 2012 et 2018, les relations économiques dans le cadre de l'initiative des nouvelles routes de la soie entre ces 16 pays et la Chine ont augmenté de 70%. Cela n'a évidemment pas pu passer inaperçu en Russie. Ensuite, Poutine a pris une décision fatale en cherchant à gagner de l'espace par la guerre. Mais l'idée aurait été aussi de prévenir cette guerre. Et on ne peut pas dire aujourd'hui si elle aurait pu être évitée. On n'a pas essayé, en disant par exemple, eh bien, si l'Ukraine se déclarait réellement neutre, de manière crédible, l'Ukraine était alors déjà sur la voie de l'OTAN, on aurait probablement pu amener la Russie et Poutine à ne pas entreprendre d'actions militaires. Donc ici, une proposition positive pour la paix, la neutralité de l'Ukraine. Et l'article que j'avais déjà écrit en mars 2014, avant même l'invasion de la Crimée par la Russie, je l'avais justement intitulé « L'avenir de l'Ukraine sera soit perpétuellement neutre, soit perpétuellement divisé ». Et il s'avère malheureusement, maintenant, que le concept de neutralité, que j'ai toujours considéré comme faisant partie de la paix positive, n'a en quelque sorte pas été poursuivi par l'Occident. Mais la Russie non plus n'a pas vraiment pris au sérieux le concept de neutralité, et nous nous dirigeons maintenant vers une Ukraine divisée. Néanmoins, je pense que l'idée de cette neutralité doit être maintenue, car il n'y a en fait que deux options. Poutine ne peut pas avoir les deux. Il ne peut pas garder les parties occupées de l'Ukraine et en même temps empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Mais Zelensky non plus ne peut pas avoir les deux. Je ne peux pas dire que toutes les troupes russes doivent se retirer immédiatement et que l'Ukraine doit rejoindre l'OTAN. Ce sont des positions maximales, et la position intermédiaire reste toujours la neutralité. C'est donc une question de négociation. De ce point de vue, le concept n'est pas mort, mais il est bien sûr devenu beaucoup plus difficile. Mais comme nous l'avons vu, la division de l'Allemagne a finalement aussi été levée, après longtemps, dans le cadre des discussions avec Gorbatchev et du processus de la CSCE. Et je n'exclus pas que la neutralité de l'Ukraine puisse aussi être un concept d'avenir, si l'on prend également comme base l'idée de la CSCE. À savoir qu'en Europe, puisque tu parles de l'Europe, la sécurité est tout simplement indivisible.
C'était justement le concept de base du document final de la CSCE d'Helsinki en 1975. Mais il faut aussi beaucoup désarmer sur le plan rhétorique. Si l'on regarde attentivement le document final, c'était vraiment un document de paix positive. Nous savons que c'était le point culminant de la guerre froide. Processus de réarmement, menaces réciproques, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, développement des capacités, augmentation des incertitudes de l'autre côté. Bien sûr, la CSCE faisait alors partie de la politique de détente pour réduire cela. Mais si l'on lit attentivement le document final, on ne trouve pas ces mots que l'on peut lire aujourd'hui dans chaque stratégie de sécurité. Comme c'est hostile. Adversaire, rival, concurrent, challenger. On voulait justement briser le dilemme de sécurité dont j'ai parlé. Donc pas de course aux armements, même pas dans les mots, mais en quelque sorte une tentative de désamorcer l'escalade du dilemme de sécurité, menace et contre-menace. Bien sûr, derrière cela se trouve le concept d'indivisibilité de la sécurité. Mais pour être négatif, je dois dire que le processus a en fait commencé en 1962 avec la crise de Cuba lors du déploiement des missiles. Aujourd'hui, du point de vue de la Russie, nous avons quelque chose comme une nouvelle crise de Cuba avec l'Ukraine. À l'époque, les États-Unis et l'Union soviétique avaient conclu un accord. Poutine a finalement réagi en envahissant, ce qui, à mon avis, était une mauvaise réaction. Et ensuite, on est enfin arrivé à un plan Harmel. Il y a eu quelques négociations sur le désarmement depuis que cela a été discuté. C'est à ce moment-là qu'a commencé le traité d'interdiction des essais nucléaires, le plan Harmel en Europe. Oui, nous avons besoin d'une forte dissuasion, mais aussi d'un dialogue. Et puis, il s'est passé quelque chose de très intéressant. L'invasion de la Tchécoslovaquie par l'Union soviétique et le pacte de Varsovie. L'Allemagne s'est alors demandé, que faisons-nous? Nous ne voulons pas que l'Union soviétique répète cela en Allemagne de l'Est. Ce n'est pas à exclure. Nous avons eu un soulèvement en Allemagne de l'Est en 1953. Que faisons-nous? Nous ne pouvons pas mener une guerre contre l'Union soviétique maintenant. Aucune solution militaire n'était en vue. Qu'a-t-on envisagé? Une semaine après l'invasion, une délégation allemande s'est rendue à Moscou et a déclaré que nous avions besoin d'un système de sécurité coopératif en Europe. L'Union soviétique a toujours été un peu ouverte à un tel système de sécurité coopératif. Cependant, elle a toujours voulu que l'OTAN reste à l'écart. C'était une motivation de l'Union soviétique. Mais cette fois, des négociations ont eu lieu à ce sujet. Et cela a conduit au traité de l'Est, à l'accord de Berlin, petit à petit. On a en quelque sorte reconnu aussi les sphères d'influence reconnues de l'Union soviétique. Mais cela était également inscrit dans l'acte final de la CSCE. Des modifications de frontières sont possibles si elles se font pacifiquement sur la base du consensus et du droit international. Donc, en gardant déjà à l'esprit l'unité allemande, cela a pris beaucoup de temps. Bien sûr, cela a pris beaucoup de temps. Finalement, jusqu'en 1975, puis encore jusqu'en 1989-90, jusqu'à Gorbatchev. Mais cela a tout de même été une solution pacifique, une dissolution pacifique du pacte de Varsovie, une réunification pacifique de l'Allemagne. Et on ne peut qu'espérer qu'une idée similaire se manifestera en Europe après la fin de la guerre en Ukraine. C'était un projet porté par l'Allemagne, la CSCE, sans aucun doute. Mais au final, ce fut un résultat positif. De plus, la société civile a été renforcée avec la Charte 67 en Tchécoslovaquie, qui s'est appuyée sur les principes de la CSCE. Cela a ensuite conduit à une coopération très étroite avec les fondateurs de la Charte 67. J'ai travaillé avec l'un des fondateurs, Stanislav Miloslav, et avec Gorbatchev. C'est pourquoi Stanislav Miloslav a énuméré, dans un ouvrage collectif que j'ai publié en 1984, 3 conditions à la dissolution du pacte de Varsovie. Premièrement,
Il doit y avoir des réformes en Europe de l'Est, ce qui s'est produit en Tchécoslovaquie, également en Pologne. Et il y a eu aussi des débuts en Hongrie et en Roumanie. Deuxièmement, l'Union soviétique doit perdre ses positions de grande puissance, ce qui s'est produit à l'époque. Nous assistons maintenant, pour ainsi dire, à un rapprochement entre les États-Unis et la Chine, à un affaiblissement de l'Union soviétique. Troisièmement, il doit y avoir des réformes en Union soviétique. Personne n'y croyait à l'époque. Et c'est parce que Gorbatchev est arrivé au pouvoir. Et je dois préciser, Gorbatchev et Stanislav Miloslav partageaient la même chambre à l'université Lomonosov à Moscou. Et parce que Miloslav et Gorbatchev ont finalement coordonné le processus, même si Gorbatchev, comme Miloslav lui a reproché plus tard, a dit « Vous êtes venu trop tôt ». C'était un peu compliqué. Mais au final, c'était une configuration. Bien sûr, c'est une configuration historique spécifique, mais je dois dire, cela vaut la peine d'essayer de réfléchir à un modèle similaire avec une paix positive après la fin de la crise ukrainienne, ou même dès maintenant. Oui, c'est tout à fait vrai. Nous ne devons pas toujours insister uniquement sur ce qui a été mal fait, mais aussi regarder ce que l'on pourrait bien faire. Et il y a eu des moments en Europe, et le processus de la CSCE en est un très important, où nous avons aussi désarmé sur le plan rhétorique, et où un ordre de paix positif a en fait été amorcé, du moins pour le continent. Et cela politiquement, et ce fut un processus très long. Il s'agissait de 5 années de négociations, de 1970-75. Et le processus de la CSCE a bien sûr aussi été essentiel pour l'Allemagne. Mais je pense que nous devons également nous rappeler que l'idée initiale de ce processus venait de l'Union soviétique. Et cela a également été transmis à d'autres États via la Finlande et des invitations de la Finlande, car les Finlandais avaient une relation positive avec l'Union soviétique, la Finlande neutre. Tu te trouves d'ailleurs dans un autre pays qui a également bénéficié d'un processus de paix qui a lui aussi duré 10 ans. L'Autriche a été occupée de 1945 à 1955. Et en 1955, il y a eu l'accord de l'Union soviétique pour lever l'occupation, à condition que l'Autriche se déclare neutre, ce que l'Autriche a effectivement fait. Et cela n'est pas ancré dans le traité d'État. Mais la neutralité était une promesse faite à Moscou que l'Autriche a ensuite mise en œuvre de son propre gré. Penses-tu que ce modèle a encore quelque chose à offrir, aujourd'hui aussi pour l'Ukraine? Et je voudrais également souligner, la Russie affirme encore aujourd'hui que l'Ukraine, ou ce qu'il en reste, doit être neutre. C'est en fait une condition posée par les Russes aujourd'hui, alors que tu dis que c'est toujours une exigence maximale. Mais dans quelle mesure penses-tu que l'exemple autrichien a encore quelque chose à offrir pour la paix en Europe? Tout d'abord, je voudrais revenir brièvement sur ce que tu as dit. L'idée soviétique, c'est vrai, mais l'idée soviétique était d'avoir un système de sécurité européen sans les États-Unis. La CSCE a ensuite fait un pas en avant et a dit oui, un système de sécurité coopératif, CSCE plus les États-Unis et le Canada. Voilà, c'est en quelque sorte la différence. Je pense aussi que cela n'aurait pas vraiment fonctionné autrement. L'Europe était d'une certaine manière également liée à la sécurité des États-Unis. On peut discuter de savoir si cela fonctionne ou non. Mais l'idée était de ne pas vouloir se détacher des États-Unis, ce qui aurait probablement été en partie l'intention de l'Union soviétique. Oui, mais pour être bref sur l'aspect historique, je dois dire, c'était en fait le gouvernement Eisenhower à l'époque qui s'est beaucoup engagé en faveur de la neutralité de l'Autriche. Eisenhower était même en conflit avec le gouvernement Adenauer, car Adenauer était fermement opposé à la neutralité, disant que c'était un poison soviétique.
Et en réalité, c'est l'Union soviétique qui a freiné. Ils avaient certes eu l'idée au début des années 50, mais ils ont arrêté en 1953-54, disant « pas de neutralité, car il existe le militarisme allemand ». C'était l'un des principaux arguments. Weil es gibt den deutschen Militarismus. Das war ein Hauptargument. Es hat dann Nebenargumente gegeben, wie Frage Dresde, Erbsenschuld. Il y a eu ensuite des arguments secondaires, comme la question de Dresde, les dettes de poids, mais le militarisme allemand était en quelque sorte un chiffon rouge pour l'Union soviétique en ce qui concerne le réarmement allemand. Pas de neutralité pour l'Autriche. Et l'Union soviétique a toujours voulu un traité de paix allemand, qui cependant n'a jamais vu le jour. Si cela avait eu lieu, la question de la neutralité aurait peut-être été réglée plus tôt. Ce n'est qu'après la décision que l'Allemagne adhérerait à l'OTAN, sans l'Autriche, c'était à l'automne, mot-clé accord de Paris 1954, que l'Union soviétique a accepté que l'Autriche puisse être neutre. Donc, le récit historique selon lequel la neutralité aurait été imposée à l'Autriche par l'Union soviétique est totalement faux. En fait, c'est grâce à l'habileté de négociation de l'Autriche qu'elle a réussi à embarquer l'Union soviétique dans l'affaire. Molotov, le ministre des Affaires étrangères, et Karanovitch étaient farouchement opposés à la neutralité autrichienne jusqu'au bout. Mais le chancelier Raab a été assez malin pour négocier avec la faction autour de Khrouchtchev, qui était plus ouverte. Il y avait donc aussi un certain conflit à ce sujet au sein de l'Union soviétique. Ainsi, l'Union soviétique a finalement accepté de retirer ses troupes elle aussi. D'ailleurs, je dois préciser, le traité d'État n'a été possible qu'après que, le 10 mai, la RFA a officiellement adhéré à l'OTAN, et ce n'est qu'ensuite que l'Autriche a obtenu le traité d'État. Quelques jours plus tard, il s'agissait d'une relation très étroite. Si cela n'avait pas été le cas, l'Autriche aurait effectivement été divisée. On pouvait s'attendre à ce que les troupes soviétiques restent si, en quelque sorte, la partie occidentale de l'Autriche avait rejoint l'OTAN avec l'Allemagne. Et il y a bien sûr une analogie avec l'Ukraine. Si l'Ukraine rejoint l'OTAN, les troupes russes resteront à coup sûr. Et cela me semblait évident dès 2014. Certains l'avaient même dit dès 2008. J'ai alors écrit dans un article en 2014, ou du moins je l'ai constamment souligné, et c'était avant même l'entrée en Crimée. Donc il n'était pas encore clair que les troupes russes allaient intervenir. Mais nous avions déjà les milices russes à l'est et au sud de l'Ukraine, pour une raison ou une autre. Il y a toujours des raisons, bien sûr, mais elles étaient là. Et elle ne serait pas partie si l'Ukraine avait rejoint l'OTAN. C'était aussi une des raisons pour lesquelles la Russie aurait gardé ses milices. Et j'avais déjà prévu à l'époque qu'elles seraient mises en place, un peu comme les Américains avaient progressivement renforcé et envoyé des troupes au Vietnam après Kennedy. Donc c'était prévisible. L'invasion, on ne l'avait pas prévue. Mais c'est pour cela que l'idée, puisque tu dis que la Russie tient encore à la neutralité, avec tous les représentants russes avec qui j'ai parlé de neutralité après 2014, ils ne voulaient même pas entendre le mot neutralité. Ils ont toujours dit « pas d'adhésion à l'OTAN ». Pourquoi la neutralité? On ne peut pas stationner et maintenir des milices dans un État neutre. Et cela a toujours été en arrière-plan. La neutralité, c'est plus que simplement ne pas adhérer à l'OTAN. Ce n'est que bien plus tard que la Russie a réussi de la neutralité parce que cela sonnait plutôt bien. Et si tu dis « maintenant », donc les deux positions extrêmes restent. Istanbul, je pense, aurait été une opportunité en mars-avril 2022. Il était aussi à l'ordre du jour, retrait des troupes russes contre la neutralité avec un règlement pour les minorités que l'on mettrait en place à Minsk, etc. On ne sait pas jusqu'où cela a été discuté avec Poutine. Ce n'était pas non plus un accord finalisé, mais c'était une base diplomatique.
Also meiner Meinung nach hätten die Europäer da anknüpfen sollen. À mon avis, les Européens auraient dû s'appuyer là-dessus et voir jusqu'où cela pouvait nous mener. On a ensuite discuté de garanties de sécurité. Là, il y a eu quelques frictions, c'est évident, puis tout s'est effondré d'une certaine manière. Cela a été, pour ainsi dire, très défavorable aussi pour les négociations. Cette idée reste valable pour moi, mais la réalité n'est pas encore là, ou s'en est beaucoup éloignée depuis l'invasion et depuis les négociations d'Istanbul. La paix par la neutralité de l'Ukraine. Pour l'instant, il semble plutôt que nous aurons un nouveau rideau de fer qui traversera l'Ukraine, de l'Arctique à la mer Noire. La Finlande et la Suède ont décidé d'être désormais du côté occidental du rideau de fer. Westlichen Teil des Eisernen Vorhangs zu sein, hätten sehr gut eine Pufferstaaten sein können. Ils auraient très bien pu être des États tampons, l'Union soviétique puis la Russie. Ils ont très bien vécu avec les États tampons, que sont la Suède et la Finlande. Il n'y a pas non plus eu de menace directe contre la Finlande de la part de la Russie avant la décision de la Finlande de rejoindre l'OTAN. Donc ça n'a toujours été qu'une menace indirecte via l'Ukraine. Une fois à Vienne, j'ai demandé à la ministre finlandaise des Affaires étrangères, lors d'un débat public, s'il y avait eu une menace directe contre la Finlande avant cette décision. Elle a répondu « Non, nous voulions simplement faire partie de la famille de l'OTAN ». Et bien sûr, comme partout, on parle de ces menaces hybrides. Mais il est clair qu'elles existent désormais partout, dans les deux sens. Oui, mais justement, l'exemple de la Finlande et de la Suède est pour moi paradigmatique, car il ne s'agit pas seulement d'une adhésion à l'OTAN. Il y a maintenant aussi 15 ou 17 bases militaires. Je ne sais plus lequel des deux pays en a 15 et lequel en a 17. Mais il s'agit d'un réarmement militaire relativement massif, non seulement avec les armes directes et les accords conclus, mais aussi avec l'accès du personnel américain sur le sol finlandais et suédois. Et il ne s'agit pas d'accès de l'OTAN, ce sont tout simplement des bases américaines qui sont désormais stationnées à proximité. Et les accords stipulent également que ces troupes peuvent stationner toutes les catégories d'armes sur le sol finlandais et suédois. L'Europe ne se dirige-t-elle pas ainsi directement vers le prochain scénario de menace? Et ces États ne se transforment pas eux-mêmes en cibles potentielles d'attaque au lieu d'augmenter leur sécurité? Oui, bien sûr. Mais la Russie aussi s'est adaptée à cette nouvelle situation de guerre froide et à ce rideau de fer. Il y a également un réarmement du côté russe. C'est donc similaire à la guerre froide, armement et contre-armement. Je ne veux même pas discuter maintenant de qui a déployé quoi en premier. Nous connaissons ce processus. Il fonctionne de manière assez autistique, avec une perception mutuelle de menace et une course à l'armement. La situation sera donc similaire à celle de la frontière interallemande ou de la frontière germano-tchèque. L'Autriche, heureusement, était neutre, certes du côté du rideau de fer, mais n'était évidemment pas membre de l'OTAN. Bien sûr, la Finlande aurait pu conserver le statut d'État tampon. Cela sonne négatif, mais c'est en réalité un coussin de sécurité. Eine Sicherheitspolster behalten können. Jetzt ist Finnland Frontstaat, alles mit allem, was dazugehört. La Finlande est désormais un État frontalier, avec tout ce que cela implique. Une soi-disant clôture intelligente est également en train d'être installée à la frontière russo-finlandaise. C'est similaire au mur de la guerre froide, mais un peu plus moderne. On dit que c'est à cause des migrants, mais en réalité, c'est bien sûr à cause de la Russie. Autrefois, on pouvait aller de Helsinki à Saint-Pétersbourg le temps d'un week-end. Tout cela est désormais terminé. Nous avons véritablement un rideau de fer, une course aux armements opposés. Et c'est exactement le schéma de la guerre froide. Et bien sûr, lorsque les pays sont membres d'une alliance et se trouvent de l'autre côté de l'Union soviétique, c'est-à-dire face à la grande puissance perçue comme menaçante, ils deviennent alors la première cible. C'est évident.
Et je le dis déjà, les obligations d'alliance jouent bien sûr un rôle, car il y a l'article 5 de l'OTAN qui oblige à venir en aide militairement à d'autres États. Et les dernières décisions de l'OTAN ont même inclus la Chine comme une menace potentielle relevant de l'article 5, par le biais des menaces hybrides. Cela signifie donc que théoriquement, s'il devait y avoir un conflit ou un conflit militaire entre les États-Unis et la Chine, les États membres de l'OTAN, même les petits comme la Finlande et la Suède, seraient tenus d'aider les États-Unis ou de les soutenir. Mais je dois dire qu'il existe un sondage très intéressant, réalisé tous les 2 ans par le think tank European Council on Foreign Relations, qui est très orienté transatlantique. La dernière a eu lieu l'année dernière. Les États membres européens de l'UFOM, la population a été interrogée. De quel côté se placerait-il si un conflit éclatait maintenant entre les États-Unis et la Chine? On n'a même pas demandé s'il s'agissait d'un conflit militaire. Lors de la dernière enquête, Taïwan a été inclus, et 60 à 65% des citoyens de l'UPEB, donc les citoyens et non les gouvernements, disent qu'ils préféreraient rester neutres. Pas autant avec les États-Unis, donc 30%, mais bien sûr beaucoup moins avec la Chine, c'était moins de 10%. Mais la majorité dit neutre, donc il y a une certaine rationalité ici, dans une situation de polarisation mondiale et européenne, à se positionner de manière neutre, pour ne pas, comme le disent les politologues américains, se laisser entraîner, créer un enchevêtrement dans des conflits étrangers. C'est très porteur d'espoir, mais il s'agit souvent des populations qui aspirent réellement à la paix. C'est aussi le cas en Ukraine. Il y a une volonté de paix en Ukraine. Zelensky a d'ailleurs été élu comme candidat de la paix. Monsieur Donald Trump a été élu aux États-Unis comme candidat de la paix. Se présenter comme artisan de paix est donc toujours quelque chose de positif. Et ça donne aussi de l'espoir. La question est alors, pourquoi cela n'aboutit-il pas? Mais j'aurais encore une question à te poser concernant... Pardon, j'avais encore quelque chose sur le bout de la langue, mais c'est parti. Qu'est-ce que je voulais déjà te demander? J'ai beaucoup écrit sur le Moyen-Orient, exactement, l'Iran et ainsi de suite. Exactement, excusez-moi. L'Iran a en effet ouvert un nouveau chapitre. La manière dont l'Iran a été attaqué par les États-Unis et par Israël, et la façon dont l'Europe ne fait pas que... L'Europe soutient cette attaque. Le chancelier allemand a dit que les États-Unis faisaient le sale boulot pour nous. Et c'est une violation évidente de la Charte des Nations Unies, article 2. C'est aussi une violation du droit de l'Iran à avoir un programme nucléaire civil, selon le TNP, donc selon le traité de non-prolifération nucléaire. Quelles seront les conséquences du fait que les Européens se rangent aussi unanimement derrière les États-Unis et Israël lorsqu'il s'agit d'une violation aussi flagrante du droit international, aussi claire qu'on pourrait la trouver dans un manuel? Oui, bien sûr. L'attaque d'Israël contre l'Iran n'était pas compatible avec l'interdiction du recours à la force, comme tu l'as dit, article 2.4. Et une guerre préventive n'est pas non plus justifiée dans la Charte des Nations Unies. La légitime défense, telle qu'elle a été présentée par les Européens selon l'article 51 de la Charte de l'ONU, ne s'applique que lorsqu'il existe un danger immédiat. Donc, le danger qu'Israël a présenté ici, à savoir que l'Iran serait proche de posséder la bombe atomique, n'est pas une raison pour violer l'interdiction du recours à la force. Parce que, comme je l'ai dit, beaucoup se sentent toujours menacés. Par exemple, l'Inde et le Pakistan se sentent menacés, et ils pourraient maintenant, pour ainsi dire, envahir en disant « Tu as la bombe nucléaire et c'est pourquoi nous devons maintenant te faire la guerre pour l'empêcher. » Il était donc clair que cela n'était pas tenable du point de vue du droit international.
Les spécialistes du droit international s'accordent à dire que la limite à partir de laquelle on peut parler d'une menace immédiate, c'est, comme dans le cas de 1967, lorsque les armées arabes et égyptiennes se sont approchées d'Israël et qu'Israël a lancé une frappe préventive. Cela, disent les juristes, est compatible avec la légitime défense. Mais le simple fait d'exister, ou la perception qu'une menace nucléaire pourrait survenir, ne suffit évidemment pas au regard du droit international. Ce qui s'est passé, c'est que le dilemme sécuritaire s'est aggravé. Et cela a commencé après que le président Trump s'est retiré en 2018 de cet accord nucléaire auquel l'Iran s'était tenu. Et à mon avis, l'Iran a également aggravé le dilemme sécuritaire en développant son programme nucléaire en guise de représailles, parce que les États-Unis avaient eux aussi renforcé les sanctions, la politique de pression maximale. Si l'Iran était resté dans l'accord encore 2 ans, il aurait été possible que la transition vers l'administration Biden se fasse en douceur. Mais en 2021, les négociations ont été très mauvaises, car le programme nucléaire iranien était déjà très avancé. À l'époque, on aurait pu, puisque Biden l'avait annoncé pendant sa campagne, je reste dans le JCPOA, mais le JCPOA était déjà devenu très lointain puisque l'Iran avait lui aussi franchi les limites. Donc, si l'Iran était resté dans l'accord, il est probable que le JCPOA serait resté en vigueur sous Biden. Je doute que Trump, rétrospectivement, s'en serait retiré. La situation de sécurité s'est déjà aggravée. Et bien sûr, ça s'est aggravé à 2 niveaux. Au niveau de l'AIEA à Vienne, où les Européens disent que l'Iran n'a pas respecté certaines obligations. Il n'a pas fourni d'informations claires sur des particules enrichies remontant à l'année 2020. Donc il n'a pas donné suffisamment d'informations. Et bien sûr, même si c'est sous le contrôle de l'AIEA, il a développé son programme nucléaire. C'était une justification pour qu'Israël lance l'attaque maintenant. Bien que les services de renseignement américains aient déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que l'Iran construise une arme nucléaire. Mais du fait que le programme nucléaire existe, Israël est intervenu. Et maintenant, la question se pose. L'Iran a de nouveau réagi par des contre-attaques. Alors, qui peut vraiment interrompre ce dilemme sécuritaire? Le premier niveau, c'est l'AIEA. Et le deuxième niveau, ce sont les négociations qui étaient en cours entre l'Iran et les États-Unis. Et l'attaque a eu lieu 2 jours après la date prévue pour la reprise des négociations. Donc ces 2 niveaux devraient être reliés. Et à chacun de ces niveaux, il faut interrompre le dilemme sécuritaire. Je pense que l'Iran peut beaucoup contribuer en respectant également ses engagements envers l'AIEA. Même si, je dirais, le directeur général Grossi les met souvent en avant de manière alarmiste. Mais il n'est pas difficile pour l'Iran de clarifier ces questions. Je contesterai bien sûr son argument selon lequel il n'a jamais voulu construire de bombes atomiques, ce qui n'est probablement pas vrai avant 2003. En même temps, il pourrait alors dire « J'applique le protocole additionnel avec une meilleure vérification ». Si l'AIEA vient en Iran, l'Iran peut prouver qu'il ne veut effectivement pas d'armes nucléaires. Et cela pas seulement maintenant, même après l'attaque, et qu'il ne poursuit pas de programme secret d'armes nucléaires, comme l'a fait Israël. L'Iran ne devrait pas adopter la même position qu'Israël depuis les années 60, à savoir construire secrètement une bombe atomique. Cela contribuerait déjà à rompre le dilemme sécuritaire et probablement à couper l'herbe sous le pied des Européens lorsqu'ils affirment vouloir imposer des sanctions snapback contre l'Iran. Cela signifie que les Nations Unies réimposeraient alors toutes les sanctions multilatérales contre l'Iran, sans que la Russie ou la Chine ne puissent opposer leur veto si les Européens saisissaient le Conseil de sécurité.
Ce serait, pour ainsi dire, le premier niveau. Et le deuxième niveau, je pense, est réalisable si l'on s'éloigne des deux positions extrêmes. Supposez que l'Iran veut posséder une arme nucléaire, alors que l'Iran affirme ne pas en vouloir. Et Trump avait initialement aussi dit qu'on pouvait imaginer que l'Iran procède à un faible enrichissement, donc poursuive un programme nucléaire limité, puis il a changé de position. Donc, si maintenant la position extrême de Trump, s'il y renonce et revient à sa propre position en disant d'accord, un faible enrichissement ou un programme nucléaire limité, l'Iran clarifie avec des vérifications qu'il ne développe pas davantage son programme nucléaire. D'abord il l'introduit, puis il le réduit. Serait-il à nouveau possible d'obtenir un résultat de négociation qui élimine aussi cette menace mutuelle? Le président Obama a essayé. L'accord nucléaire a échoué à cause de Trump. Mais je pense que le JCPOA peut être relancé à ce niveau, avec des conditions techniques similaires. Au final, c'est une idée de paix positive, je dois le dire, que beaucoup considèrent probablement comme irréaliste. Je pense que l'Iran doit cesser avec les slogans « Mort à Israël »,« Mort à l'Amérique ». Ce sont des phrases creuses de la révolution qui n'ont plus de signification. La révolution a perdu ce type de dynamique auprès d'une grande partie de la population. L'Iran doit simplement se résoudre à reconnaître Israël dans les frontières de 1967. 1967, nous le savons, après la guerre des 6 jours, ce sont la Cisjordanie occupée, Gaza, Jérusalem-Est et Jérusalem. Si l'Iran reconnaît Israël, cela favoriserait la solution à 2 États, car cela signifierait aussi soutenir la cause palestinienne, à savoir que les Palestiniens obtiennent leur propre État dans les frontières de 1967. Sinon, l'Iran serait isolé, car les États arabes et Israël poursuivront le processus de normalisation. Et alors l'Iran serait de fait isolé. S'il reconnaît Israël, cela mettrait bien sûr Israël dans une certaine difficulté, surtout Netanyahou, qui ne veut absolument pas d'une solution à 2 États. Beaucoup disent que c'est totalement irréaliste. Moi je dis que c'est la seule possibilité. L'Iran sortirait de son isolement et personne ne pourrait s'opposer à ce que l'Iran reconnaisse Israël. Et même le récit négatif, le récit antisémite à l'égard de l'Iran, disparaîtrait tout simplement. Donc cela aiderait en fait tout le monde, surtout l'Iran et aussi les Palestiniens. L'Iran pourrait-il y lier une condition et dire « Nous arrêtons ces slogans si vous cessez d'appeler à un changement de régime en Iran ». Autrement dit, Israël et les États-Unis s'engageraient à ne plus faire pression pour un changement de régime en Iran et déclareraient « Non, nous arrêtons maintenant de réclamer un changement de régime. Nous cessons aussi de vous mettre constamment sous pression en vous disant que vous devez changer votre système politique. » Serait-ce envisageable? Cela se produit automatiquement. Je pense que ça se produit automatiquement. Je veux dire, tout ce discours sur le changement de régime est aussi une phrase creuse qui n'est pas vraiment réalisable. Et si cela arrive, cela finit dans le chaos ou dans une dictature militaire. Je connais peu de personnes dans l'opposition iranienne qui croient que cela mènera au succès, car la plupart des Iraniens aiment leur pays, même s'ils n'aiment pas autant leur gouvernement. Mais ils ne veulent pas que le pays se désintègre ou finisse dans le chaos ou sous une dictature militaire. Donc, cela demande en quelque sorte du temps. Cependant, il faut bien sûr déconstruire les récits opposés qui existent dans l'histoire. Je le décris aussi en détail dans le livre. Par exemple, le fait que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont renversé le premier ministre démocratiquement élu Mossadegh en 1953. C'est aussi un posthume faute of grace. Inversement, la révolution,
et aussi la prise d'otages, c'est-à-dire que des membres du personnel de l'ambassade américaine ont été retenus en otage pendant 445 jours, ont joué un grand rôle aux États-Unis dans la construction d'un récit négatif sur l'Iran. Il en va de même pour la guerre Iran-Irak, où les États-Unis ont surtout soutenu l'Irak. Je veux dire, cette histoire de prise d'otages, tous ces récits reposent sur des bases fragiles. Si l'on regarde, pendant la guerre du Vietnam, il y a eu 50 000 soldats américains tués. Lors du conflit de la prise d'otages, il n'y a pas eu un seul Américain tué. Mais aujourd'hui, les États-Unis entretiennent d'excellentes relations avec le Vietnam. Reconnu en 1995, il n'y a pas un président ou vice-président américain qui n'ait pas visité le Vietnam au moins une fois. Donc ces récits sont artificiellement maintenus en vie. Il faut vraiment. Et c'est la même chose pour le changement de régime. La même chose pour les slogans « mort, mort, mort », les remettre en question de manière critique. Ils doivent bien sûr disparaître. Donc, un désarmement rhétorique peut aussi, au moins pour l'instant, atténuer le dilemme sécuritaire sur le plan rhétorique. J'aimerais encore faire une proposition qui semble irréaliste, si je peux me permettre, Pascal, dans ce contexte. L'idée d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient est certainement une bonne idée. Elle a été lancée en 1975 par l'Égypte. Les États arabes comme l'Iran l'ont toujours souligné, en précisant « Israël est le seul État doté de l'arme nucléaire dans la région ». Cela n'avance pas vraiment. Il existe bien sûr une autre solution pour interrompre ce dilemme sécuritaire. L'Iran pourrait dire « Très bien, je reste sans armes nucléaires et j'adhère à la zone exempte d'armes nucléaires d'Asie centrale. » L'Iran l'a même déjà proposé en 2003. Les États-Unis l'ont empêché à l'époque. Bien sûr, l'Iran devrait obtenir en contrepartie que les États-Unis signent et ratifient les protocoles du traité, que les États-Unis, c'est-à-dire les puissances nucléaires, ne menacent pas et n'attaquent pas les États de la zone exempte d'armes nucléaires. C'est en quelque sorte un protocole. L'Iran devrait évidemment l'exiger. Parallèlement, les États arabes pourraient rejoindre la zone exempte d'armes nucléaires de Belendava, en Afrique du Nord. L'Égypte l'a déjà signé, mais pas ratifié. Elle a probablement déjà oublié qu'elle l'avait signé, car on n'a plus rien entendu des politiciens égyptiens à ce sujet. Néanmoins, l'idée serait là, et alors Israël resterait la seule puissance nucléaire. La rationalité des armes nucléaires israéliennes serait fortement réduite si le pays était entouré d'États exempts d'armes nucléaires. Israël serait donc beaucoup plus sous pression pour au moins révéler ouvertement ses armes nucléaires, expliquer pourquoi il en a encore besoin. Et finalement, on pourrait alors parvenir plus facilement à une zone exempte d'armes nucléaires, qui s'étendrait peut-être de la Mongolie, en passant par le Kazakhstan, le Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique du Nord. Bien sûr, il reste une bande frontalière entre le Kazakhstan, la Chine et la Russie, mais cela peut être surmonté diplomatiquement d'une manière ou d'une autre. Ce serait déjà une idée à ne pas oublier, cette ceinture exempte d'armes nucléaires comme partie intégrante d'une paix positive. Ce serait une bonne chose pour une paix positive. C'est pourquoi cela me préoccupe qu'après l'Ukraine, c'est-à-dire un pays sans armes nucléaires qui a également été attaqué par une puissance nucléaire, nous ayons maintenant un deuxième exemple où un État sans armes nucléaires, l'Iran, a été attaqué par deux puissances nucléaires. Donc ce serait très positif si nous pouvions inverser cette situation et offrir des garanties de sécurité qui soient effectivement respectées aux États sans armes nucléaires. Mais en ce moment, il me semble que la logique est plutôt inversée, car malheureusement, l'histoire montre actuellement, si l'Irak abandonne son programme d'armes nucléaires et son programme d'armes de destruction massive, alors il se passe en Irak. Si la Libye fait la même chose,
il y a un changement de régime. Donc partout où les armes sont démantelées, il y a ensuite à nouveau de la violence. La question serait donc, comment pouvons-nous rendre le désarmement non seulement attrayant, mais aussi sûr? Autrement dit, comment créer de la sécurité sans armes? Wie kriegen wir das Sicherheit ohne Waffen hin? Oui, il sera probablement impossible de se passer complètement d'armes. Je ne vais pas aussi loin. Chaque État voudra conserver un certain potentiel de défense, et c'est probablement raisonnable. C'est pourquoi, en Autriche, je ne suis pas non plus opposé au désarmement de l'Autriche, mais je trouve que la neutralité armée est déjà assez raisonnable. Il est également écrit dans la loi sur la neutralité: la neutralité et la souveraineté de l'Autriche doivent être défendues par tous les moyens à disposition, ce qui est une phrase raisonnable, car par tous les moyens à disposition exprime une certaine proportionnalité. Donc, c'est alors une décision politique. On peut en faire trop peu, mais aussi en faire trop. Mais une capacité de défense ne peut pas être exclue. Cependant, à partir d'un certain niveau, le dilemme de sécurité s'aggrave et augmente les incertitudes des autres. Il faut donc en venir à prendre en compte aussi les incertitudes des autres. Cela signifie abaisser le niveau de menace. Et là, il y a une limite. En ce moment, comme tu le dis à juste titre, la seule solution est d'augmenter en renforçant les capacités militaires. Même l'Union européenne ne discute en réalité que de cela. Il n'y a pas de véritable proposition de paix positive de la part des États-Unis concernant les grandes crises. La solution à deux États, on l'a laissée aux États-Unis et à Netanyahou au Moyen-Orient, ou en Corée. Nous n'en avons même pas parlé. On a laissé cela à Kim et Trump. Les Européens ont toujours été des spectateurs. Par exemple, il aurait été possible que les Européens reprennent une idée de 2005, celle des pourparlers à 6 sur le désarmement nucléaire en Corée, c'est-à-dire avec les États-Unis, le Japon, les deux Corées, la Chine et la Russie. Qu'ils relancent cela et disent « faisons-le à nouveau », au lieu de simplement en parler et de nous réarmer. Mais disons-le, des pourparlers à 6 parties incluant l'UMMM serait bien sûr une initiative modeste. Mais même cela ne vient pas vraiment de l'UMM. Il n'y a pas de véritable proposition diplomatique, même pas de proposition de médiation. Je dois malheureusement le dire, cela a aussi conduit l'UMM à se marginaliser, car se contenter de réarmer n'est en aucun cas une solution. Et c'est mon argument dans le livre. Les solutions politiques ont été oubliées. Et si tu dis que tout prend maintenant une autre direction, tu as raison. C'est d'autant plus important, je crois, que les idées du livre, pour montrer qu'il pourrait en être autrement, doivent être maintenues. Et nous avons ces idées. Que personne ne dise que nous ne travaillons pas à trouver comment parvenir à une paix positive. Heinz Gärtner est un penseur très important dans ce domaine. Heinz, pour les personnes qui souhaitent lire davantage de tes travaux, elles devraient d'abord acheter ton livre. Et ensuite, où peuvent-elles trouver tes autres écrits, etc. Oui, je suis sur Internet, et il y a en quelque sorte une liste de publications. Je mets la liste des publications en lien dans la description de la vidéo. Mais je pense qu'il est déjà très utile de jeter un œil à la liste des publications à la fin du livre. Ce sont, pour ainsi dire, les publications auxquelles le livre fait également référence. Comme je l'ai dit, nos propres publications y figurent aussi. Je vais tout mettre dans la description. Heinz Gärtner, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci, Pascal.